Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Investissement Intelligent. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les ETF et nous allons aborder ensemble aujourd'hui les caractéristiques des ETF. Alors, petit préambule à cette présentation, toujours très important. D'une part, il s'agit ici de contribuer modestement à votre curiosité et à votre éducation financière, en toute modestie évidemment. Il s'agit d'exposer l'existence d'un moyen de faire travailler votre argent pour vous, donc les critères qui détermineront si vous décidez ou pas un jour d'investir dans des ETF, ce sont vos propres critères, c'est votre décision, on n'influence en aucun cas cette décision, mais on vous présente ici une solution qui vous permet de faire travailler votre argent dans le cadre d'un investissement. Et il ne s'agit pas de vous convaincre et encore moins de vous conseiller. Nous ne sommes pas conseillers en investissement. Il s'agit de partager quelque chose, une expérience personnelle et quelque chose que j'ai découvert et que j'ai mis en œuvre personnellement. Le petit préambule habituel étant réalisé, je vais vous parler aujourd'hui de la spécificité des ETF. Donc, comme je vous l'ai expliqué dans la première vidéo, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube et que vous pouvez également retrouver dans le descriptif sous la vidéo. Alors, justement, on parle de ce qui se trouve sous la vidéo. Alors, je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner à la chaîne si le contenu vous intéresse, éventuellement réagir en commentaire et mettre un petit like sur la vidéo. Ça fait évidemment toujours plaisir et ça motive à vous faire des vidéos et des présentations de manière à vous faire ça de manière la plus régulière possible et en fonction aussi de vos questions ou de vos interrogations ou des plans que vous aurez décidé de partager avec nous. Donc, j'en reviens sur l'exposé qui nous occupe aujourd'hui, c'est la spécificité des ETF. L'ETF, je vous l'ai dit, c'est un panier reprenant un ensemble d'éléments sous-jacents et qui est lié à un index boursier et donc un index que l'on doit identifier. Il faut savoir qu'un seul et même index peut être répliqué par différents ETF. Je m'explique. Dans la dernière vidéo, on a par exemple parlé de l'ETF MSCI World, donc qui est un ETF qui regroupe plus de 1633 actions qui sont réparties dans 23 pays. Donc c'est un panier dans lequel on retrouve 1633 éléments qui sont des actions, en l'occurrence dans le MSCI World. Et donc on a des ETF, donc des paniers qui vont reprendre ce contenu et qui peuvent être différents. On a donc des paniers qui sont différents. La différence peut par exemple venir de l'émetteur, donc la société qui va constituer le panier va pouvoir faire un ETF sur le MSCI World, peut pouvoir éventuellement en faire 2 ou 3 sur le même index. Pourquoi? Parce qu'il y a des petites particularités. Ces petites particularités, je vais les aborder avec vous et ça vous permettra aussi, lorsque vous ferez vos recherches sur les ETF, de voir par exemple lorsque vous cherchez un ETF MSCI World, de constater qu'il existe des différences et de comprendre ces différences à partir déjà de l'intitulé de l'ETF. Alors, qu'est-ce qui peut amener à l'existence de plusieurs ETF d'un même index? La société émettrice peut être différente. On a BlackRock, on a Amundi, on a Vanguard, on a Van Eyck. Bref, on a différentes sociétés émettrices. On y reviendra plus tard dans un autre exposé, dans l'exposé qui fait quoi en matière d'ETF. On a donc des sociétés qui émettent les ETF et qui peuvent donc émettre des ETF sur les indices qui sont disponibles sur le marché. Et pourquoi ont-elles ces sociétés émettrices des différences? Ça peut être au niveau du frais de gestion, ça peut être au niveau de la pondération du contenu. Je vous ai dit par exemple, quand on va voir dans la première vidéo, on revient à la première vidéo, la pondération par exemple d'un bel vin, on a par exemple 2 actions Proximus, une action d'Ethereum, on a une pondération interne qui est faite d'une certaine manière et qui est spécifique à l'index. La société émettrice de l'ETF peut par exemple décider d'équipondérer l'ensemble des composants, ce qui signifie qu'au lieu d'avoir 2 actions Proximus, une action d'Ethereum, on va avoir une Proximus, une d'Ethereum. On sera toujours basé sur l'index, mais on va avoir une répartition qui est différente et donc ça peut varier d'un émetteur à l'autre et tout ceci est évidemment repris dans les informations qui vous sont communiquées par la société émettrice. C'est elle qui va vous donner la carte d'identité de l'ETF que vous allez acheter. Et cette carte d'identité, c'est repris sous la dénomination de DIC, donc le DIC que vous retrouverez sur les différents sites sur lesquels vous allez naviguer et rechercher des ETF.
Alors, le deuxième point qui peut varier dans un même ETF sur un même index, c'est par exemple qu'il est rédigé en devise euro ou en dollars. Imaginons qu'on parle de l'index Nasdaq, qui est un index américain. Vous pouvez très bien travailler en dollars. Il faut savoir qu'il y a un change fluctuant entre l'euro et le dollar. Et si le change évolue, si vous achetez en euros, si j'achète pour 100 euros chaque mois de parts d'ETF Nasdaq, il est possible que lorsque l'euro est élevé, j'achète par exemple une part et demie, et si l'euro est plus faible, je n'en achèterai en réalité qu'une part, 0,2 ou 0,3 au lieu de 1,5, par le simple fait que la conversion euro-dollar peut varier. Non pas que la valeur des éléments sous-jacents ait ou non évolué, mais simplement parce que la parité euro-dollar peut évoluer. On a donc des ETF sur le même index, dont certains sont libellés en euros, ou en tout cas les souscriptions sont en euros, et d'autres en dollars. Ça, c'est à vous de choisir. Ça peut être bénéfique comme ça peut être désavantageux. Tout dépend de la conversion au moment de l'achat, mais également au moment potentiellement de la revente après le certain délai où vous aurez détenu l'ETF ou la part d'ETF. Alors, certains ETF sont des ETF capitalisants et d'autres sont des distribuants. Vous verrez également que dans la carte d'identité des ETF, on retrouve cette information. On vous indique comment les dividendes vont être utilisés, soit pour capitaliser, soit pour distribuer. Donc, à titre de dividendes, je vais revenir sur un slide ultérieur sur ce point. Ensuite, on a des petites particularités. On a par exemple des ETF où la dénomination va s'accompagner de petites abréviations qui peuvent paraître assez techniques, comme par exemple ESG. ESG, ce sont des entreprises qui ont par exemple décidé d'investir et d'évoluer de manière à ne reprendre dans les indices ou en tout cas dans l'ETF, que des sociétés qui se sont engagées dans l'accord de Paris, qui est un accord visant à la réduction des gaz à effet de serre. Et donc, quand on a un ETF ESG, nous n'avons dans l'ETF que des sociétés, dans le panier sous-jacent, donc dans les éléments sous-jacents qui sont repris dans le panier, il n'y aura que des éléments qui ont souscrit à cet engagement ESG et les autres éléments seront simplement exclus. Donc on se base sur un index boursier, un indice boursier qui existe, mais on exclut ou on inclut certaines sociétés en fonction du caractère ESG et ça sera de nouveau repris dans la fiche d'identité de l'ETF. Even weighted, c'est ce que je vous ai expliqué auparavant, c'est on décide par exemple dans le panier avec les éléments sous-jacents de ne prendre qu'un seul élément de chaque partie sous-jacente. Donc on prend une action d'Ethereum, une action Proximus, une action BASF, une action Solvay, de manière à ce qu'on ait une équipondérance de l'ensemble des éléments sous-jacents. L'évolution et la performance de chaque élément va influencer proportionnellement l'ensemble du panier, alors que dans certains paniers, vous avez par exemple 10 actions de type A, une action de type B. Si l'action de type B surperforme, l'évolution sur l'ensemble des actions, donc 11 actions, 10 de type A et une de type B, si l'action B évolue favorablement, l'impact sera moins important sur l'ensemble du panier, alors que si elle avait été équipondérée, on aurait eu une action de type A et une action de type B. Une performance de l'action de type B aurait plus largement pesé sur le contenu du panier. On a également des appellations UCITS, donc cette appellation dérive d'une directive européenne dans laquelle sont mis en place des éléments de protection pour les investisseurs. Et donc, dans ce cadre, lorsque vous voyez un ETF qui est libellé UCITS, cela veut dire que la société émettrice a pris la peine d'appliquer la directive européenne visant à protéger les investisseurs et en mettant en œuvre toute une série de protections. Je vous invite de nouveau, Google, votre smartphone qui se trouve dans votre poche, vous tapez l'abréviation UCITS ou l'abréviation ESG et vous allez voir que vous avez assez rapidement les définitions. Alors, les spécificités peuvent avoir un effet sur le résultat. Je vous l'ai expliqué avec la devise euro-dollar. Je vous l'ai expliqué lorsqu'on équipondère le contenu d'un panier avec des éléments sous-jacents. Si on a 10 actions de type A, une action de type B, on peut avoir un résultat final qui est différent, alors que si on avait un panier avec une action de type A et une action de type B. Voilà. Alors, lorsqu'on va voir les appellations des ETF, ici j'ai pris un ETF qui se base sur le MSCI World.
Donc c'est de nouveau l'ETF dont on a parlé dans la première vidéo. C'est un ETF très généraliste qui est généralement utilisé par beaucoup d'investisseurs pour avoir un large panel d'éléments sous-jacents. Et vous voyez qu'il existe donc plusieurs ETF qui pointent sur le même indice boursier. Qu'avons-nous comme différence? Par exemple, vous voyez ici dans la partie de gauche, donc les premières flèches, par exemple, le premier c'est iShare, le second c'est du Lyxor, le troisième c'est également du Lyxor, le quatrième c'est SPDR. Là, c'est la société qui va émettre l'ETF qui est différente. Vous voyez également donc la première ligne, donc au niveau ici, vous avez ACC, donc c'est-à-dire accumulant. Et vous avez également en deuxième ligne accumulant, accumulant. Ici, il n'est rien indiqué, donc il faudra aller voir la fiche d'identité. Donc, ce sont des ETF qui sont capitalisants et non pas distribuants. Je vais expliquer directement après. Vous voyez également l'évolution. Donc, il s'agit d'un seul et même indice. Et vous voyez qu'il y a des petites différences d'évolution qui sont dues donc aux éléments et à la sélection des éléments sous-jacents qui sont repris. Donc, qui sont reprises en réalité dans le panier. Vous voyez par exemple que donc le premier et le second sont deux indices UCITS, donc ils sont d'ailleurs tous UCITS, donc c'est-à-dire qu'ils ont donc une application donc de critères permettant de protéger les investisseurs en vertu d'une directive européenne. Vous voyez ici que le premier est libellé en dollars, le second en euros. C'est ce qui peut, par exemple, expliquer la différence de performance à certains moments en fonction de la variation du taux euro-dollar. Ici, sur le troisième, vous voyez qu'il est également en dollars et sur le quatrième, il est également en dollars. Quels sont les autres éléments qui vont attirer votre attention? C'est la capitalisation. La capitalisation, c'est-à-dire la quantité d'argent que les investisseurs ont placé dans l'ETF considéré. C'est ainsi, par exemple, que sur un ETF iShare, vous retrouvez 8 886 millions d'euros, alors que sur le Lyxor, il n'y a que 19 millions d'euros. Donc que 19 millions, ça assure quand même une certaine liquidité, ici 968 et 2193. Alors la liquidité, c'est important puisque la quantité d'argent qui est investie, plus le nombre d'investisseurs et plus la quantité d'argent investi dans un ETF est importante, plus la liquidité de l'ETF est importante. C'est-à-dire qu'à un certain moment, si vous souhaitez revendre les parts de votre ETF parce que vous avez fait un bénéfice ou vous souhaitez changer de stratégie ou vous souhaitez simplement retirer donc les bénéfices de votre stratégie donc à moyen, court ou long terme, vous décidez de revendre votre ETF. Lorsque les liquidités sont importantes, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'investisseurs et donc le marché est beaucoup plus actif. Vous aurez donc beaucoup plus de probabilité et de chances de revendre très rapidement vos parts dans un ETF où les investissements, la capitalisation est importante que dans un ETF où les liquidités sont faibles. Deuxièmement, donc la deuxième colonne, donc ici, il s'agit donc des pourcentages de frais. Donc comme je vous l'ai déjà dit, l'ETF est une solution d'investissement présentant le moins de frais possible. Alors vous allez dire c'est un produit miraculeux. Non, c'est un produit d'investissement passif. Lorsque la société émettrice a décidé de la manière dont elle est composée son ETF, elle n'a plus grand-chose à faire d'autre que vendre par l'intermédiaire des courtiers son ETF. Elle ne devra plus travailler sur la stratégie, elle ne devra pas retravailler le contenu de son panier. Le contenu du panier et les critères dont on va composer le panier sont déterminés à l'avance. C'est donc une stratégie d'investissement donc passif et les frais sont réduits. On voit par exemple que le premier est à 0,2% de frais annuels. Alors sachez également que les frais ne sont pas déduits de l'argent que vous investissez, mais que les frais sont déduits de la performance donc, de l'ETF. Donc généralement, vous ne verrez pas de différence entre le moment où vous investissez votre argent et le moment où il arrive sur la plateforme où vous l'investissez, puisque donc, le coût de gestion va être retiré de la performance globale de l'ETF au cours de l'année. Vous voyez que les frais varient 0,2, 0,45, 0,40. Si on prend des fonds d'investissement classiques, on parle de 2% de frais d'entrée, 1% de droits de garde, 1% de frais de gestion. On est très rapidement à 2, 3, 4% donc, de frais. Ici, on est largement en dessous de ces frais. C'est ce qui fait d'ailleurs également l'attrait des ETF, puisque c'est un élément très important. Les frais qui ne sont pas dépensés sont des performances que vous ne devrez pas aller chercher. Ensuite, la dernière colonne, c'est une colonne relative aux résultats. Et vous voyez que sur un seul et même index, vous avez des résultats annuels qui sont un peu différents. Donc, ça va de 7,5 à 6,81. Et vous pouvez avoir donc justement des différences qui résultent soit d'un critère de sélection de la part de la société émettrice, soit de la pondération à l'intérieur. Bref, toute une série d'éléments qui peuvent entrer en compte et qui peuvent jouer sur la performance donc, du panier ETF donc, dont vous avez choisi d'acheter des parts.
Alors, il est très important d'analyser, de comparer lorsqu'il existe plusieurs ETF sur sur un seul indice boursier, lorsqu'il existe plusieurs ETF disponibles, de voir un peu quels sont les éléments qui vont retirer votre attention et quels sont vos critères prépondérants. À nouveau, il s'agit de vos critères. Je ne vais pas vous dire quels sont les critères qui doivent impérativement être respectés ou pas, puisque ces critères sont totalement subjectifs et sont personnels en fonction du profil de chaque investisseur et en fonction de la décision personnelle. Alors, les données de base d'un ETF, ce qu'on doit savoir lorsqu'on analyse ou lorsqu'on envisage un ETF, c'est on doit connaître son émetteur, on doit savoir quel est l'index qui est répliqué. J'ai parlé du Nasdaq, du MSCI World, du S&P 500. On doit connaître la devise dans laquelle il est émis, euro, dollar. On doit connaître sa capitalisation, le nombre de millions qui sont investis dans cet ETF auprès de cet émetteur de manière à s'assurer ou du moins de vérifier la liquidité. Ensuite, on peut vérifier la volatilité. La volatilité, comme je vous l'ai dit, au cours d'une même année, on commence au 1er janvier avec un cours à 55 euros. On finit à la fin de l'année avec un cours à 55 euros. Vous direz, il ne s'est rien passé sur une année. Ce n'est pas vrai. Le cours peut très bien évoluer donc favorablement ou défavorablement. Et ce sont les variations positives et négatives qui vont déterminer la volatilité. Certains ETF sont plus volatiles que d'autres. De nouveau, c'est le profil d'investisseur qui va déterminer votre tolérance à la volatilité et ce que vous recherchez en tant qu'investisseur si c'est le cas. Et donc, vous allez pouvoir analyser la volatilité. Et parfois même, au sein d'un même ETF, comme je vous ai montré, vous avez des volatilités qui sont un peu différentes en fonction des critères que je viens de vous expliquer. Et donc, ces éléments peuvent orienter votre choix. L'élément important aussi, c'est les résultats passés. Alors, on ne peut qu'attirer à nouveau votre attention sur le fait que les résultats passés ne présument pas des résultats à venir. Néanmoins, vous avez tout de même une certaine perspective et vous avez sur un délai qui est généralement long puisque les ETF existent depuis 1993 pour les plus anciens et donc vous avez des points de comparaison. Vous pouvez par exemple voir comment l'ETF réagit face à des changements monétaires de variation du flux euro-dollar au cours de la période passée depuis 1993. Vous pouvez également voir dans la période Covid quels sont les ETF qui ont subi le plus de volatilité ou quels sont les ETF qui sont restés stables. Bref, même si ça ne donne pas une garantie de performance sur l'avenir, ça vous donne quand même des éléments significatifs qui peuvent avoir un rôle important dans un choix. Ensuite, je vous l'ai dit, le document d'information clé, chaque ETF auprès de sa société émettrice, et vous irez voir sur le site de Lyxor, sur le site de Amundi, Vantage, BlackRock, vous trouverez les ETF et vous pourrez donc télécharger le DIC, le document d'information clé, mais qui va reprendre toutes ces informations qui vous permettent de caractériser et de connaître les spécificités de l'ETF. Alors, on va prendre un ETF. On va prendre un ETF, donc on va prendre un indice Eurostoxx 50 Index, donc ça c'est l'indice en lui-même, et il existe 16 ETF différents qui répliquent ce même index. Alors cet index réplique en réalité les 50 plus grandes entreprises européennes cotées à partir de la bourse allemande. Donc l'index c'est l'Eurostoxx 50, donc ce sont les 50 plus grandes entreprises, et il existe 6 versions d'ETF, donc 6 paniers, reprenant à l'intérieur les éléments sous-jacents, donc à savoir les actions des 50 plus grandes entreprises européennes. Alors, si vous allez voir donc, dans la partie inférieure, on voit par exemple qu'ici, c'est l'ETF qui est émis par la société iShares. Nous avons son numéro ISIN, donc qui est en réalité son numéro de carte d'identité, si vous voulez. C'est un numéro qui vous permet de retrouver l'ETF partout sur Internet, sur les différentes bourses, donc sur les différents moteurs de recherche. C'est vraiment sa carte d'identité qui est unique. On voit d'ailleurs qu'il commence par DE et ça signifie que l'ETF est enregistré en Allemagne. Le ticker, c'est donc le petit surnom donc de l'ETF. Donc en plus du numéro ISIN qui est parfois difficile à retenir si on veut le retenir en l'état, vous pouvez utiliser le ticker EXWA qui permet de retrouver cet ETF concerné spécifiquement et de le retrouver donc sur les différents réseaux boursiers ou sur les différentes plateformes. Alors, on reprend de manière systématique. Premièrement, iShares, la société, le numéro ISIN, le numéro de carte d'identité, le petit surnom, le ticker. Vous voyez qu'ici, on parle du CITS, ce qui signifie que les éléments sous-jacents de l'ETF ont été sélectionnés en tenant compte des directives européennes en matière de protection d'investisseurs. Vous voyez que l'origine ici, c'est un ETF
qui est d'origine allemande, donc la bourse allemande. Vous voyez également qu'on a le TER, donc c'est en réalité le coût annuel de gestion donc, qui est ici de 0,10% annuel. Donc vous voyez que les frais annuels qui sont retirés sur la performance et non pas sur l'argent investi sont tout à fait raisonnables. Vous voyez que la méthode de distribution, c'est un ETF distribuant. Donc il distribue les dividendes. Je vous ai dit un ETF, lorsqu'on parle d'ETF action, c'est un panier reprenant des éléments sous-jacents. Les éléments sous-jacents, ce sont des actions et ces actions génèrent des dividendes. La société émettrice va percevoir ces dividendes et elle va décider soit de vous les redistribuer, on parle d'un ETF distribuant, soit de les réinvestir dans la stratégie et on parle d'un ETF capitalisant, je vais y revenir. La réplication, ça c'est très important, la réplication est complète, ce qui signifie que c'est donc lors de votre panier, lorsque vous achetez un panier ETF iShares Eurostock 50 UCITS ETF, vous avez une réplication complète de l'indice concerné. Vous avez effectivement, vous êtes titulaire des actions qui composent l'indice en lui-même. On peut avoir parfois une réplication synthétique. Lors du cas d'une réplication synthétique, c'est lorsque la société émettrice a un contrat avec une société tierce qui assure le taux ou un change entre la valeur de l'ETF et la détention des éléments sous-jacents, la détention des actions qui composent l'ETF. Lorsqu'on a réplication complète, cela signifie que c'est une réplication physique complète. Si vous achetez une part d'ETF, dans votre part d'ETF, vous devenez titulaire de l'ensemble des actions, puisqu'on s'adresse ici à un indice boursier, l'ensemble des actions qui constituent l'ETF concerné. C'est donc très important de savoir que vous êtes réellement titulaire de ces actions, donc de ces éléments sous-jacents qui sont repris dans le panier. Alors ensuite, on a également la taille du fonds, je vous ai dit, ça détermine la liquidité et la capitalisation. Ici, vous voyez qu'il y a 6 276 millions d'euros qui sont investis, ce qui assure, ça c'est certain, une liquidité quasi immédiate. Si vous décidez d'aller, lorsque les marchés boursiers sont ouverts, vendre votre part d'iShares Eurostock 50 UCITS ETF, le nombre d'investisseurs et la somme investie étant tellement importante que vous allez vendre très rapidement vos parts au prix du marché. Donc ça, c'est un élément qui est important aussi. Alors, je vous ai parlé de la méthode de distribution, donc ETF capitalisant et ETF distribuant. Je reviens sur cette notion parce que c'est un élément qui est primordial dans le choix de vos ETF. Surtout lorsque nous nous trouvons en Belgique. L'ETF capitalisant et l'ETF distribuant. Je vous ai dit que lorsque dans votre panier, vous avez des éléments sous-jacents qui sont des actions, ces actions, pour la plupart, génèrent chaque année des dividendes. La société émettrice qui va constituer le panier va capter ces dividendes. C'est elle qui va les recevoir pour vous. Elle peut soit décider de réinvestir ces dividendes dans la part que vous détenez, puisque ces dividendes vous reviennent, on augmente le montant de la part que vous détenez auprès de la société émettrice. Ça, c'est un effet capitalisant et c'est un effet boule de neige. Si vous avez investi 100 euros, que le cours est resté identique, mais que les éléments sous-jacents engendrent un dividende de 2 euros, fin de l'année, vous aurez une seule et même part sans avoir réinvesti qui ne vaut plus 100 euros, mais 102 euros. Si l'ETF, par la suite, croît, s'il y a une croissance de la valeur de l'ETF, si au lieu de 100 euros, la part, il passe à 110 euros, vous aurez une progression non pas sur les 100 euros, mais sur les 102 euros. On parle un peu d'effet d'intérêt composé, puisque les dividendes générés par les éléments sous-jacents sont réinvestis dans votre enveloppe, ce qui permet d'avoir une enveloppe d'une valeur supérieure. Et s'il y a une augmentation de cette enveloppe, il y aura une augmentation de la valeur globale de l'enveloppe, à savoir ce que vous avez investi et ce qui vous a été réinjecté par la société émettrice. À l'inverse, dans un ETF distribuant, la société émettrice décide à chaque année de vous distribuer les dividendes qui ont été générés par les éléments sous-jacents, par les sociétés cotées en bourse et qui sont reprises dans l'index. Au niveau fiscal, ça a un impact important et qui a un impact négatif puisque vous allez être taxé de 30% de précompte sur cette plus-value puisque ce sont des dividendes. Lorsque c'est un ETF capitalisant, la valeur étant ajoutée dans votre enveloppe d'investissement, vous n'êtes pas taxé sur la plus-value des actions.
uniquement une taxe sur les opérations boursières, donc qui est de 0,12 ou 0,32, ce qui est totalement insignifiant par rapport aux 30%. De plus, comme je vous l'ai dit, dans un ETF capitalisant, vous allez avoir cet effet intérêt composé où la valeur de votre enveloppe initiale va être gonflée par les dividendes qui vont être générés par les éléments sous-jacents repris dans votre panier. Alors, vous allez voir également au niveau des émetteurs qu'il existe plusieurs sociétés émettrices et c'est à vous de faire votre choix. Vous aurez les critères et donc les éléments commerciaux qui sont développés par chacune des entreprises. Elles peuvent utiliser des critères qui leur sont spécifiques. Elles peuvent utiliser donc des stratégies, même si ici la stratégie de gestion de l'ETF est une stratégie passive. Donc en réalité, il n'y a pas lieu de s'attendre à ce qu'il y ait une gestion plus dynamique auprès d'un ETF qu'un autre, même s'il y a parfois certaines exceptions dans les ETF un peu plus de niche. Mais de manière générale, sur des ETF qui répliquent des indices boursiers larges, il n'y a pas de gestion à mettre en œuvre, il n'y a pas de stratégie à mettre en œuvre. Et donc, ça va être surtout une différence commerciale, une différence d'accessibilité ou une différence de disponibilité sur la plateforme que vous allez utiliser. Mais il existe des différences entre des ETF émises par des sociétés émettrices différentes. C'est donc toujours intéressant de s'y intéresser. Je vous l'ai dit, les caractéristiques d'un ETF, c'est également le DIC, le document d'information clé. Le DIC, vous allez pouvoir le télécharger sur la société émettrice. Vous allez par exemple aller sur Amundi, donc la société sur Google, vous allez sur Amundi, vous allez rechercher l'ETF grâce à son ISIN ou à son tracker ou l'index qui va répliquer, vous indiquez MSCI World et vous allez voir tous les index, les ETF qui seront proposés par Amundi par exemple sur sur le MSCI World. Et vous aurez la possibilité de télécharger ces documents d'information clés, les documents qui reprennent toute une série d'informations quant à la manière dont l'ETF est pondéré, quant à la manière dont la stratégie est mise en œuvre, quant à la manière dont les frais sont gérés, etc. Bref, c'est vraiment le contrat, c'est la partie contractuelle. Si vous achetez l'ETF auprès de cette société émettrice-là, la société émettrice s'engage à respecter les critères qui sont repris dans le document d'information clé. Alors, si on va parler encore d'évolution, on va par exemple prendre un ETF Euro Stock 50, donc toujours sur les 50 plus grandes entreprises cotées en bourse allemande. Mais vous voyez son évolution depuis 2002 jusqu'à la fin 2022. Vous voyez qu'il y a une progression de 89,94%. Je vous parlais de volatilité. Vous voyez par exemple que l'investisseur qui aurait investi en 2001 était dans le positif et ensuite de 2001 jusqu'à à la fin, au milieu à la fin 2007, vous voyez que cet investisseur est resté dans le rouge. Et puis, vous voyez que l'investisseur passe dans le vert, donc c'est-à-dire qu'il y a une progression de l'index pour ensuite à nouveau repasser dans le rouge. Donc, vous voyez qu'il y a de la volatilité, donc ces écarts de fluctuation qu'il y a de manière, surtout ici dans une première partie négative, par rapport aux fluctuations positives. Et ensuite, vous voyez qu'à partir de 2014, c'est un index qui va super performer de manière telle qu'à ce qu'un détenteur qui s'était inscrit en 2001 et qui a maintenu sa position malgré la volatilité et malgré la diminution de performance de l'ETF, va pouvoir dégager une plus-value de 90% sur le terme. Et ça vous montre également qu'il est parfois nécessaire d'envisager vos stratégies de détention d'ETF à moyen voire à long terme. Ce n'est pas le cas de tous les ETF, mais vous voyez que au niveau des performances, lorsqu'on envisage les performances, il faut également évoquer la durée et être capable de supporter les variations de volatilité, les variations de cours, qu'on appelle la volatilité. Alors, lorsqu'on reprend les éléments, vous voyez, je vous en ai déjà parlé, la méthode de réplication physique, une réplication complète. Donc, l'ensemble des éléments repris dans le panier sont concrètement les éléments repris dans l'index et non pas une promesse ou un contrat d'échange avec une société tiers. Vous voyez que le risque de la stratégie, c'est pour le long terme. Vous l'avez vu avec la volatilité, vous l'avez vu sur le graphique. La monnaie du fonds est en euros. Le risque de change, il est non couvert contre le risque de change. Si les investisseurs américains devaient investir en euros, ils n'auraient pas de couverture de change. Certains ETF, qui on appelle les ETF hedgés, hedge, vont justement garantir et vont apporter une assurance sur le taux de change. Donc, vous allez être garanti en termes de change.
C'est aussi une option qu'il faut parfois envisager lorsqu'on investit sur des valeurs américaines et qu'on ne veut pas subir cette fluctuation, ce change euro-dollar. On peut viser un ETF qui est dit hedge ou hedgé et donc où donc il va avoir une couverture contre le risque de change. Lorsque ce n'est pas le cas, c'est indiqué. La volatilité, ben, vous voyez que sur un an, en moyenne, cet indice a pu varier jusqu'à 15% de sa valeur. Mais ce qui est important, c'est à long terme, vous voyez qu'il y a une évolution de quasiment 90%. Donc de plus-value. Il y a également la taille du fonds, donc ça on en a déjà parlé, donc qui est la première ligne ici, ben, c'est la liquidité et c'est la capitalisation de ce ETF en bourse, c'est-à-dire que 6 276 millions d'euros ont été investis sur cet ETF. Alors, dernier point important, donc c'est le petit site internet justetf.com, donc je vous invite à aller le visiter, vous allez voir que vous aurez accès donc à de nombreuses informations. Vous allez pouvoir retrouver les ETF donc en fonction justement de leurs caractéristiques, de la société émettrice, et vous allez pouvoir analyser, vous allez pouvoir choisir des ETF en fonction donc de savoir si ce sont des ETF actions, des ETF obligations. Vous allez pouvoir consulter leur volatilité, vous allez pouvoir consulter leur valeur, l'évolution de leur valeur, donc leur performance. Vous allez pouvoir consulter la volatilité. Vous allez pouvoir consulter également donc, les documents d'information, la société émettrice. Bref, c'est vraiment une base de données en matière d'ETF. Vous pouvez également créer un petit compte, c'est gratuit pour la partie, la partie vraiment la couche supérieure. Et vous allez pouvoir dans votre compte conserver en mémoire certains ETF pour contrôler leur évolution, etc. Ça, c'est gratuit, c'est gratuit. Ensuite, il y a des fonctions plus avancées là qui nécessitent un abonnement où on peut par exemple faire un portefeuille pour voir quelle est l'évolution de ce portefeuille au cours du temps. Mais vous allez voir que c'est un site vraiment ressource qui vous donne de nombreuses informations et qui vous renseigne sur la spécificité des ETF qui sont proposés sur le marché. Donc www.justetf.com. Donc c'est un site très important. Donc si vous voulez aller vous renseigner et si vous voulez contribuer à votre éducation financière. Voilà, j'en ai terminé avec la spécificité des ETF. J'ai envisagé les différents petits termes qui apparaissent lorsqu'on fait des recherches sur les ETF. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Investissement Intelligent. J'espère encore que vous aurez l'occasion de laisser un petit like et de vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt.